Les Canards sans tête, 4e fournée. Bonsoir Fabien. Salut Charlie. Alors on a un programme très politique aujourd'hui, puisque nous allons d'abord parler du gauchisme, ensuite d'un homme politique, mais surtout écrivain de qualité, Philippe de Villiers, et enfin nous nous intéresserons à la série télé Baron Noir, qui nous plonge dans les méandres de la politique socialiste. Avant toute chose, je voudrais signaler que nous avons fêté 3 anniversaires récemment, le 20 avril, on enregistre le 24. Non seulement les 150 ans de Maurras et les 129 ans d'un peintre autrichien qui a fait de la politique par la suite, mais aussi les 50 ans du discours des rivières de sang d'Enoch Powell, pas forcément très connu en France. C'était un politicien britannique qui, le 20 avril 68 à Birmingham, s'insurgeait contre le multiculturalisme et l'immigration de masse qui démarrait dans son pays dans le cadre de la décolonisation, puisque dès qu'on décolonise, les gens originaires des colonies partent dans le pays colonisateur. Et ce qui est bizarre d'ailleurs. En fait non, c'est logique. Mais... et il disait, si je regarde vers l'avenir, je suis rempli d'angoisse, tel le poète romain, il me semble voir le Tibre écumé d'un sang abondant. Là en fait il citait l'Énéide. Déjà dans les années 30, un politicien du nom d'Oswald Mosley avait fait cette remarque qu'on désindustrialisait énormément l'Angleterre, et notamment dans le domaine du textile, pour exploiter à bas coût la main-d'œuvre de ces pays des colonies anglaises. Et à peu près 40 ans plus tard, Enoch Powell constatait que le processus s'accélérait et ne cessait de s'accélérer. Le discours a valu, sinon son exclusion, du moins sa marginalisation de la scène politique anglaise, et il est mort à la fin des années 90, si je me souviens bien. Mais bon voilà, nul n'est prophète dans son pays, nul n'est prophète sur son continent, mais l'actualité nous prouve tous les jours un peu plus qu'il ne se trompait pas forcément. Et oui, c'était un visionnaire, et ça me fait penser à une petite phrase qu'avait eu Philippe de Villiers justement dans un meeting au moment de la présidentielle de 2007, où il disait le Français qui voit à ahuri l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide, et le Français qui n'a plus rien. Voilà. Et donc c'est exactement ce qu'avait vu avec plusieurs décennies d'avance Enoch Powell, Mosley, etc. Donc le premier sujet, le gauchisme et le gauchiste. Donc ce soir nous allons faire des amalgames entre tous les gauchistes. Voilà. Alors déjà, quand on parle de gauchiste, le gauchiste n'est pas forcément quelqu'un de gauche. D'ailleurs, historiquement, le gauchiste, les gens de gauche le traitaient de gauchiste justement pour dire qu'il faisait dévier le combat, quoi. C'était les ouvriers, notamment en 68, qui disaient non, vous êtes des étudiants bourgeois, vous n'êtes pas de gauche, vous êtes des gauchistes de merde, quoi. Voilà, bon. Et au niveau intellectuel, au niveau conception idéologique, la gauche se définit elle-même comme de gauche, en disant ce qui est de gauche et ce qui ne l'est pas, et ce qui ne l'est pas se retrouve à droite. Donc en fait, on ne définit pas la droite vraiment ni la gauche, mais simplement il y a une espèce d'OPA de la gauche sur ce qu'elle veut, notamment sur les valeurs de la République, sur la démocratie, sur tout ce qu'on veut, et le reste, c'est laissé à la droite, par défaut. Voilà. Donc ça, c'est notamment ce qu'expliquait Jean Madiran dans son livre sur le sujet. Mais tout le monde a admis cette conception des choses. Et en réalité, le gauchiste, si c'est pas quelqu'un de spécialement de gauche, au sens historique de la gauche, au sens républicain, anticommunautariste, laïciste, laïciste mais pas trop anti-chrétien non plus, et révolutionnaire au niveau social, oui, là on pourrait avoir le vrai français à la limite quelque part. Mais c'est pas la gaucherie qu'on a aujourd'hui, totalement soumise
aux religions étrangères, aux envahisseurs étrangers, et en même temps au capital, le pire. Ils ont tout perdu, quoi. Donc c'est ça le gauchiste. Mais donc du coup, c'est pas tant des conceptions idéologiques, même si elles sont dévoyées, qu'une manière de penser le monde, finalement une anthropologie. Anthropologiquement, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Alors évidemment, il peut arriver que quelqu'un, alors un jeune qui n'est pas politisé, à partir de 14-15 ans, peut-être avant, il peut se gauchiser. Généralement, ça arrive au lycée, quoi. Parce que comme tout le monde c'est bien vu d'être gauchiste, on va être gauchiste. Mais sans réfléchir, par défaut. Et par contre, dès qu'on commence à réfléchir un peu, hein, ou soit on l'a jamais été, on va se dégauchiser, soit on ne le sera jamais. Et donc en fait, la dégauchisation est toujours à sens unique, c'est-à-dire on est toujours, on peut se dégauchiser, mais on ne se regauchise pas après avoir été de droite. Et ça donne souvent d'ailleurs des soldats de la cause particulièrement acharnés et efficaces quand ce sont d'anciens gauchistes. Quand bien même, je suis intimement persuadé que les gens dits de droite sont beaucoup plus capables de se représenter les idées de gauche et le cheminement qui y arrive. Déjà parce qu'ils les lisent, oui. Alors que la gauche ne lit même pas ses propres textes. C'est pour ça que Marx, par exemple, même ils l'ont pas lu, quoi, clairement. Voilà, mais on est capable, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire, d'expliquer ce que c'est que d'être de gauche. Alors que souvent, pour expliquer ce que c'est que d'être de droite, le gauchiste va recourir à, caricature. Voilà, à la nazi, haine. Nazi, voilà. nazi. Non, mais voilà, c'est ce que c'est tout. C'est ce que Dieudonné avait magnifiquement résumé avec la haine. Tu vois, c'est la haine. C'est ça, la haine. Ouais. La bête immonde. Ouais. Tu te souviens de cette extraordinaire prestation de Marine Le Pen qui se moquait de ça. On disait la bête immonde, elle avait fait une espèce de grimace comme ça, je suis la bête immonde. C'est assez drôle. Bon. Elle-même, elle prend pas ça au sérieux, quoi. Voilà. Alors, le gauchisme, pour parler du gauchisme, j'utiliserai vraiment un champ lexical une espèce de catéchisme, c'est les nouveaux curés. Hein, le gauchiste a voulu abattre, notamment à partir des lois de Jules Ferry de 1885, de 1888 et puis jusqu'aux lois de Combes de 1904-1905, donc qui sont clairement anticatholiques. Hein. Bon. Même si à l'époque ça se comprend parce qu'il n'y avait que la religion catholique en France. Bon. Et en fait ils ont remplacé ces curés qu'ils ont chassés. Donc ils ont chassé notamment les congrégations hors de France à cette époque, notamment les jésuites, mais pas que. Et puis, ils les ont remplacés. Voilà. D'ailleurs, on ne peut remplacer que ce qu'on détruit. Donc eux, ils ont vraiment fait ça. C'était une stratégie. Et donc, ils sont toujours dans la croyance, dans la foi. Quand ils pensent quelque chose, c'est pas parce que c'est pas une étude claire. D'ailleurs, ils lisent très peu. C'est pas quelque chose qui a mis du temps à se fortifier. C'est pas une construction intellectuelle. C'est un message d'espérance ou de foi. Le multiculturalisme, c'est bien. C'est bien. C'est quand même à nuancer par chez les plus, notamment chez les gauchistes entre 20 et 30 ans qui font des études, c'est quand même à nuancer par leur surconsommation de théories post-marxistes. Dont ils ont tendance à se servir. Ça, c'est très récent, tu parles du gender et compagnie, quoi, tous ces trucs-là. C'est très récent, ça. Même au-delà, il y a beaucoup de. Bourdieu. D'ailleurs, il y a d'ailleurs souvent des esprits intéressants qui peuvent. Mais sont vraiment des gauchistes parmi les. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Ils sont pas dans cette catégorie de gauchistes, mais. Mais ils aiment bien quand même. Comment dire. Il y a tout un vocabulaire d'enculard de mouche, quand même, là-dedans. Oui, je le sais parce que je suis toujours tenté de l'employer aussi un petit peu. Je veux dire, il y a rien. Dire dialectique dans un débat, c'est quand même une arme. C'est un coup de trick particulièrement efficace. Ouais, mais de moins en moins. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concept derrière, que c'est juste des mots qui répètent comme des perroquets, mais il n'y a pas vraiment de concept. Ça vient sans doute appuyer, on va dire, un élan du cœur. Voilà, c'est pour ça que je dis, quand je parle de foi, effectivement, la foi c'est le cœur, c'est pas le cerveau, hein, clairement. Donc, du coup, on va vers de l'idéalisme, de la morale, mais ils peuvent pas s'empêcher, donc une fois qu'on a une morale, on la prêche aux autres, et donc ils font du prosélytisme,
Et donc il faut que quand ils discutent avec quelqu'un, par exemple, ils vont le convertir. Ils vont essayer de le convertir. Est-ce que tu penses que? Est-ce que tu penses pas que? Ils vont déjà, ils vont essayer de te poser des questions, de voir comment tu réagis. Et si tu réagis mal, Pourquoi tu dis ça? tu es un hérétique. Pourquoi tu dis ça? Comment tu peux oser dire ça? Déjà, il comprend pas parce que comme il est dans son paradigme et qu'il ignore le reste, qui n'existe pas, qui est dans l'erreur. Hein, c'est comme je veux dire, le fanatique croyant qui va dire mais si tu ne crois pas en ce que je crois, tu es dans l'erreur. Bah, le gauchiste, c'est la même chose. Tu es dans l'erreur. Tu ne crois pas dans le bienfait du multiculturalisme, de l'immigrationnisme. Et donc, il va te confesser. Voilà, tu récites quelques mantras là pour. Voilà, et puis tu seras peut-être pardonné à condition qu'à partir de maintenant, tu penses comme nous, quoi. C'est-à-dire dans le bon sens. Ou alors ça peut se faire aussi sur le mode passif-agressif, c'est-à-dire que vu que souvent la personne en face, c'est en train de changer, mais va avoir quand même beaucoup de mal à admettre que peut-être qu'effectivement l'idée d'avoir des professeurs de primaire transsexuels, c'est pas génial. Le gauchiste va avoir vraiment, c'est vrai, cette tendance très passive-agressive à dire mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Et c'est vraiment c'est l'inquisition douce. C'est l'inquisition douce. Alors il y a les deux milieux, il y a l'inquisition douce et l'inquisition brutale. Mais effectivement, on est toujours autour de ce champ lexical. Le fanatisme, le sectarisme, comme ils ont raison, le manichéisme, il y a le bien et le mal. Il y a eux qui sont très bien, et il y a les autres qui sont très cons, très dangereux, très haineux, et donc ce sont plus des adversaires mais des ennemis. Ils sont hors l'humanité, quoi. On peut les tuer. On peut les mettre dans des camps de rééducation ou les mettre en prison pour la vie parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Mais eux ne sont pas dangereux. Parce que même si c'est eux qui font les camps, comme c'est pour le bien, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, quoi? Ils le font pour le bien. Ah bon, bah excuse-moi, d'accord. Bon, voilà. Donc évidemment, il y a beaucoup de mauvaise foi. Parce que quand on est dans le manichéisme, à un moment donné, comme la vie réelle n'est pas en noir et blanc, quand on manque de nuances à ce point-là, on est forcément bloqué, quoi. Voilà. Et le pire, c'est de voir des gens qui autrement c'est-à-dire pareil, dans d'autres domaines que la politique, sont intelligents, de très bons spécialistes, je sais pas, du droit pénal, de l'informatique, de la physique, n'importe quoi, souvent des scientifiques. Et d'ailleurs, même dans leur domaine de connaissances, quelque chose dont ils sont pas sûrs à 100% ou qu'ils n'ont pas réussi à prouver, même s'ils sont vraiment les spécialistes du sujet, ils vont prendre de grosses pincettes et dire c'est une hypothèse, tu vois, comme au niveau scientifique, ça reste une hypothèse, on n'est pas sûr, vraiment très très prudent. Mais alors dès qu'ils arrivent sur le terrain politique, un terrain dont ils ignorent tout, ils n'ont jamais lu vraiment de doctrine ou de traité politique, ou même de livres politiques d'un homme politique ou d'un historien des idées, et ils répètent en fait ce que les médias disent à longueur de journée, le média qui est le principal vecteur de propagande gauchiste, tous médias confondus. Hein. Et donc du coup, là, cette personne, tout à coup, elle se permet des affirmations gratuites. Elle perd toute prudence qu'elle a même dans son domaine de prédilection. Et là, elle commence à dire n'importe quoi. Voilà. C'est aussi, je pense, par instinct de préservation. Je pense qu'il faut pouvoir distinguer deux tendances chez les gens de gauche en général. Ce qu'on pourrait appeler les gens normaux et humanistes qui tentent juste de ne pas être exclus du groupe et qui, du fait de la programmation sociale... oui, parce que le gauchiste excommunie sans peine. Hein. Voilà. Et il faut pouvoir distinguer ces gens-là des simples personnalités autoritaires qui se cherchent une excuse, qui constituent une caste assez importante. Mais je pense que dans ce que tu décris, il y a pas mal de gauchistes par défaut, et vraiment par instinct de préservation. On peut s'acheter une bonne conscience aussi à moindre frais, effectivement. Et puis il y a celui qui est altruiste, quoi. Qui est le gars très naïf, un peu niais même. Hein. Bon. Mais gentil. Quelque part, oui, il n'y a pas que le méchant fanatique, quoi. Mais lui, il est peut-être plus dangereux que les autres parce qu'il est tellement sûr de lui malgré tout que s'il est de bonne foi, c'est encore pire presque, j'aurais tendance à penser. Non, ouais, mais
comment dire, le jour où on lui, comment dire, où on lui donne l'occasion, on lui met 3 coups dans le nez. Oui, alors c'est aussi pour ça que Enfin, des coups, on le fait boire, hein, on pas le taper. Hein. on le fait lire. On le fait boire, on le fait lire. On le fait écouter, voilà, quelques interviews, quelques émissions. Et c'est la raison pour laquelle, pour dégauchiser quelqu'un, en fait, pour le maintenir dans un état de gauchisation avancé, il faut l'abreuver sans cesse de conneries gauchistes. Parce que si on lui laisse une seconde de répit, il risque de se poser une question et de se dégauchiser. Alors que par contre, pour le dégauchiser, il suffit d'un instant d'inattention de la part du propagandiste. Il suffit qu'il tombe sur un livre qu'il ne devrait pas lire ou écouter quelques arguments qu'il n'aurait pas dû entendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent absolument nous empêcher de nous exprimer, que ce soit via des livres, via Internet, via le moindre temps d'antenne, etc. Que le moindre dérapage, hein, comme ils disent, est traqué, est surveillé, et ensuite est puni et réprimé, fortement parfois, par de la prison ferme, hein, de temps en temps, pour des simples propos, hein, qui n'engagent que leur auteur, hein, comme on dit, qui ne sont même pas des appels collectifs au soulèvement, à la violence ou quoi, hein, simplement parce qu'ils pourraient le devenir. À ce compte-là, il faudrait interdire tout ce qui peut pousser à la révolution bolchevique, par exemple, hein, notamment Marx, par exemple. Bon, mais ils ne le feront pas, évidemment. Donc c'est toujours à géométrie variable. Donc tout ça pour dire que ce délire, en fait, c'est un délire collectif. Tous ces gens qui répètent les mêmes expressions vides de sens, à un moment donné, c'est pas possible que tout le monde dise qu'il faut pas faire d'amalgame, par exemple, entre musulmans et islamistes. C'est pas possible que, au lendemain d'un attentat, chacun pense ça. Si tout le monde le répète, c'est parce qu'ils l'ont entendu et ils se sont fait lobotomiser sans même s'en rendre compte. Il y a des expressions comme ça, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, typiquement, on ne sait pas qui l'a inventé la première fois, mais tout le monde reprend cette expression parce qu'il l'a entendue. Mais il sera incapable de définir ce que c'est. D'ailleurs, eux-mêmes, ces gauchistes ils vivent ensemble, mais entre gauchistes. Ils vont certainement pas vivre aux côtés des populations que pourtant ils aiment faire venir, parce qu'eux sont dans leur beau quartier bourgeois, et s'il y a un camp de Rome qui est trop près, il y a quand même des limites à la tolérance, quoi. Bon. Donc ils répètent, voilà, les mêmes mantras, les mêmes prières. C'est de la folie, en fait. Et c'est une forme de secte presque apocalyptique, parce qu'en faisant ça, évidemment, ils détruisent la société dans laquelle ils sont, ils préparent le chaos, et c'est comme une espèce de suicide collectif, quoi. C'est comme une immolation géante, voilà. Ça va finir comme ça. Donc le gauchiste, alors on définit souvent, depuis quelques années, l'expression qui revient, c'est le gauchisme, maladie mentale. Hein, c'est vrai qu'à lire certains propos sur le gender ou quoi, ça devient fou, quoi. Les LGBTQI machin truc, là, je sais pas si t'as lu des trucs comme ça devient fou. Et donc, c'est moi ce que j'appelle une maladie mentale qui conduit en fait à nier le réel. On est dans le pur déni du réel. Le gauchiste est avant tout, à mon avis, quelqu'un qui est dans le déni du réel. Donc on a beau lui dire tout ce qu'on veut, oui, mais non. Parce que, encore une fois, on en revient à sa foi. Et sa foi, elle est inébranlable. Hein. Bon. En tout cas, elle est très dure à percer. Alors, peut-être de moins en moins, parce qu'au bout d'un moment, les événements se faisant de plus en plus violents, il sera de plus en plus affecté par les conséquences de ce qu'il prêche. Mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de caricatures qu'on peut voir ici et là avec des gauchistes en train de se faire trucider, notamment par des islamistes, mais qui continuent à dire pas d'amalgame, je m'excuse pour la colonisation, quoi. Alors ça, c'est peut-être une caricature de l'autre bord, mais je suis certain qu'il y en a qui sont comme ça. Ça me permet de faire une parenthèse, justement, puisqu'on parle de caricature. Le gauchiste est beaucoup moins drôle en 2018 qu'il ne pouvait l'être, j'allais dire, ne serait-ce qu'à l'époque, des proches étaient-ils gauchistes, c'est un débat ouvert, mais Un petit peu. non mais
Il y a un truc qui revient souvent sur les internets justement anti-gauchistes américains, c'est une phrase qui est "The left can't meme". Ça se traduit mal, c'est la gauche ne sait pas faire des mèmes. C'est une façon de dire aussi la gauche n'est pas drôle. On a eu une superbe illustration de Ils ça. n'ont pas de recul et ils n'ont pas d'humour. Ouais. On a eu une belle illustration de ça récemment avec l'entartage d'Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, qui avait France Insoumise. Qui avait participé à organiser l'occupation de la basilique Saint-Denis il y a à peu près un mois, et qui avait admonesté Marine Le Pen sur Twitter, parce que cette dernière s'était émue de cette occupation. De cette profanation. De cette profanation, voilà, de la nécropole de Noroir, et il lui avait répondu que c'était du pur morasse. Oh, que n'a-t-elle fait? Il s'est fait entarter par un militant de l'Action française Paris, enfin Île-de-France. C'est mérité, c'est mérité. Et la réaction absolument hystérique de la France insoumise, pour un entartage, souligne à quel point ils ne sont plus drôles maintenant. Ce qui les énerve, c'est que l'entartage, c'est quand même censé être... quand c'est eux qui le font, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une pratique, on va dire, potache, d'étudiants 68 arts. Comment dire, il y a un côté, on va tirer la moustache du gendarme, quoi. C'est ça, c'est ça. Et, c'est guignol, ouais. Et c'est bien front. Et j'ai beaucoup ri devant mon PC en voyant, non pas tant l'entartage, qui était splendide, hein, mais la scène où Clémentine Autain, à l'Assemblée nationale, tente de forcer le président de séance, dont j'ai oublié le nom, c'est un troisième couteau de... Ouais, j'arrive pas à imaginer Autain Macron. À l'Assemblée, moi déjà. C'est quelque chose... Non, mais... Comme quoi. Et elle essaye vraiment de lui tirer les larmes, de le forcer à condamner cette horrible agression. Parce que là, c'est le retour des années les plus sombres. Hein. Voilà. Et c'est vrai que le vice-président de l'Assemblée, bon, qui est un macroniste, c'est sans doute pas quelqu'un de... centriste. C'est sans doute pas quelqu'un de chez nous. Mais on sent que le mec se retient de se marrer. Oui, je condamne avec la plus grande fermeté cet entartage. Bien sûr. Et effectivement, oui, ils ne sont pas drôles. Ils sont persuadés de l'être encore et de lutter contre la haine, contre l'autoritarisme. Le problème, c'est que ils l'incarnent et ouais, un capot, c'est pas drôle. D'ailleurs, le gauchisme n'est pas tant une maladie mentale à mon sens qu'une prison. C'est sans doute pour le coup un côté de gauche chez moi, ouais. Mais j'ai beaucoup de compassion pour ceux que je distinguais des personnalités autoritaires. Oui, c'est-à-dire les gauchistes qui sont pas dangereux pour les autres. Et oui, les gauchistes par défaut les normisent, quoi. Il faut eux sont peut-être pour certains sauvables. Mais de toute façon, très large. De toute façon, il y a beaucoup de gauchistes en fait qui sont des bons Français. C'est une expression peut-être mal appropriée, mais ils se comportent comme des Français de souche, le lambda, et même plus, j'allais dire, que comme des gens de droite. Moi, je connais bien sûr un grand nombre de gauchistes. Hein. Ce sont des gens qui aiment le terroir français, qui le connaissent, qui passent leurs vacances, par exemple, à sillonner, faire des randonnées à pied ou à vélo dans les campagnes et les montagnes françaises, qui vont se fournir directement chez le producteur de vin, de fromage ou autre, de fruits et légumes, etc., vraiment du coin. Et donc qui ont tout un réseau de petits commerces, de petits artisans, etc. Et qui vivent entre eux, c'est-à-dire entre blancs, en fait. Parce qu'on n'a pas précisé, le gauchiste général est blanc. Le gauchiste est blanc et il n'existe qu'en Europe, dans les pays blancs, et ce sont des Européens de souche. Ce qui a amené d'ailleurs les Chinois à développer un néologisme qu'ils ont appelé Baizuo, pour gauche blanche, c'est pas une blague, hein. Dans les forums de discussion sociaux, culturalo, politiques chinois, on aime se moquer de la gauche blanche, c'est-à-dire la gauche sociétale, puisque bon, la Chine, est-elle encore communiste ou pas, bon, le débat est ouvert, c'est pas l'objet. C'est vrai que c'est un pays dans lequel les droits des homosexuels, tout de suite, ça repasse un peu au-dessus de la tête. Les LGBTQI, là, c'est pas ça qui est ça. Voilà. Donc retenez ce terme. Sa translittération en alphabet latin s'écrit B-A-I-Z-U-O. C'est Baizuo. C'est la, on est souvent très bien jugé par des gens extérieurs à nous, et je pense qu'ils ont mis quelque chose, ils ont mis le doigt sur le cœur du problème, c'est-à-dire que oui, le gauchiste tout ouvert à l'autre qu'il soit,
et qui aiment souvent un Français blanc Eh oui. de classe moyenne, voire supérieure. Et donc ça, c'est une expression un peu péjorative, j'imagine. Ah oui, oui, non, c'est Voilà, pas un compliment. parce que c'est du mépris pour ces gens-là. En fait, déjà, ils sont incapables de les comprendre. Ils disent, mais comment c'est possible de se haïr soi-même, hein, parce que ce suicide collectif, c'est de la haine de soi, hein, tout simplement. Et moi, pour avoir discuté avec pas mal d'étrangers non européens, soit à l'étranger, soit en France, mais de passage ou installés, ils ne comprennent pas ces gauchistes blancs qui eux-mêmes organisent leur propre invasion, leur propre islamisation, leur propre disparition. C'est incompréhensible, vraiment. Et au lieu de les aimer, ce que la gauche aimerait, hein, ces étrangers, on essaie de les intégrer, machin, il faudrait qu'ils nous aiment, mais non, ils les méprisent. Ils les méprisent déjà parce que comme ils les comprennent pas, ils en ont peur. Et ils disent, ces gens, ils sont fous, quoi, il faut faire attention. Et en plus, ils sentent bien qu'ils les aiment pas vraiment. L'antiracisme gauchiste est un racisme. Déjà parce que eux ramènent tout à la race, contrairement à... C'est-à-dire qu'ils prétendent que les autres font le contraire. Mais en fait, c'est pas vrai. Généralement, quelqu'un de normal ne va pas spécialement considérer à chaque fois tout ce que fait tel individu en fonction de sa race. Ça peut jouer, mais c'est pas systématique. Alors que eux le systématisent. Ils voient quelqu'un, ils le voient par rapport à sa race. Et c'est pour ça qu'un étranger non européen en France, donc un non blanc, ne peut pas être raciste. Ah mais non, parce que le racisme c'est que pour les blancs. Systémique. Voilà, c'est uniquement en fait pour des gens comme nous, parce que soit on est gauchiste, si on est blanc, soit on est gauchiste, soit on est raciste. J'envie ce monde simple. Vraiment, des fois, je me dis, au lieu de m'emmerder avec toutes ces doctrines, le gauchiste a l'esprit pur, il n'y a pas de problème. Tu parlais de l'esprit vide mais pur. Tu parlais de manichéisme un petit peu avant. Le gauchisme est un gnosticisme, en ce sens qu'il a un refus du réel et une projection dans un monde effectivement beaucoup plus simple, de bien, c'est ce qu'on de appelle mal. Les bisounours. Là, finalement, il pense en noir et blanc. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment manichéen. Et donc le gauchiste, alors le paradoxe du gauchiste, c'est qu'il est le premier à attaquer la propagande. Hein, l'ennemi juré du gauchiste, c'est Goebbels, quoi. Hein, Mister Propaganda. Et puis alors qu'en réalité, ils sont toujours en train eux-mêmes d'organiser leur propagande, donc la propagande gauchiste, à faire taire les opposants. Ils accusent les autres de jouer sur les peurs. Ah, vous dites ça, mais vous essayez de manipuler les gens, c'est vous qui jouez sur la peur. Alors qu'eux passent leur temps à jouer sur la peur de leurs propres opposants. Bon, donc c'est eux qui choisissent leurs opposants, et ensuite, c'est fou, quoi. Donc, le totalitarisme, c'est eux qui l'emploient. La novlangue orwellienne, c'est eux qui l'emploient. Ils sont toujours en train d'utiliser Orwell aussi, en disant George Orwell, donc 1984, notamment, et tous ses écrits politiques, mais qu'ils n'ont certainement pas lus. Le gauchiste est défenseur de la vérité, encore une fois, révélée, presque, messianique, contre le mensonge qui serait la droite. Et en fait, c'est eux qui organisent la novlangue, d'ailleurs on comprend plus rien, je sais pas, maintenant si on essaie d'écouter les discours gauchistes que tu parlais tout à l'heure avec les expressions plus ou moins universitaires, sciences humaines, mais c'est du baratin incompréhensible, quoi. Vraiment, il faut se pencher dessus, mais pour une personne lambda, et on dit ça, le mec comprend rien, quoi. C'est tout ce qu'on a envie de faire derrière, c'est de prendre un cachet pour la migraine, quoi. Et donc la novlangue, le mensonge, ils pratiquent en fait tout ce qu'ils reprochent leurs adversaires de pratiquer, mais qu'ils ne font pas. Parce qu'encore une fois, l'homme de droite a de l'humour, et il peut accepter qu'on se moque de lui, mais le gauchiste, non. Et donc ça conduit à la délation, à la censure, et à la police des pensées, de la pensée, et même maintenant des arrière-pensées. C'est ce qui est arrivé à Zemmour, quoi. Des gens comme ça, on leur dit, on sait très bien que au regard de la loi stricto sensu, vous n'avez pas dit ça, on ne peut pas vous condamner pour ça, mais on peut vous condamner sur le fait que vous ayez des arrière-pensées. Donc c'est pas très catholique tout ça. Encore une fois, on revient dans le domaine religieux. Et en plus, des gens qui ne comprendraient pas bien, ça peut les inciter à croire eux-mêmes. À croire. Même pas à agir nécessairement, mais à croire.
Donc ça, c'est très grave, quoi. Voilà. Donc on est vraiment dans une prison, là, pour le coup, tu parlais de prison. C'est ce que Philippe Murray appelait la cagophobe. Donc, homophobe, islamophobe, etc. Bon. La phobie aussi, ça participe de la psychiatrisation des adversaires, quoi. En fait, c'est comme en URSS. Au début, c'est le goulag. Donc l'opposant, il finit dans un camp. Là, c'est le gauchiste dur. Et puis, il y a le gauchiste à partir de Brejnev, quoi. Un peu plus doux. C'est pas qu'il est dangereux, donc on le met dans un camp. C'est qu'il est fou, donc on le met dans un hôpital psychiatrique, quoi. Il finit à l'asile. Voilà. Bon. Et puis, tu parlais aussi de sentimentalisme, en fait, tout à l'heure. C'est ça, quoi. La victimisation. Hein, le député qui se victimise parce qu'il a pris une tarte au sens strict, une vraie tarte aux prunes. Donc ils sont toujours en train de se victimiser et d'organiser la communautarisation des victimes. Alors ça peut être les femmes, les homosexuels, les étrangers, etc. Et des fois ils ont des problèmes parce que ces communautés qu'ils ont créées ne s'entendent pas entre elles. Par exemple, si on met d'un côté la minorité islamique avec de l'autre côté la minorité homosexuelle, ça marchera pas bien, quoi. Bon. Donc là, ils ont des problèmes en ce moment, t'as vu, à l'extrême gauche, entre ceux qui sont gauchistes mais féministes avant tout, et ceux qui sont pour les étrangers avant tout, quoi. J'aime beaucoup citer ça. J'avais écouté il y a quelques mois une interview d'un des types qui tient le site La Horde sur une radio anarcho-punk parisienne. Alphen. Peut-être, ouais. Je saurais pas dire. Le bonhomme disait que la grande peur qu'avait eu son camp pendant la période 2012-2013, c'était justement que en face, on avait entre le mariage pour tous, ce genre de colère. Traître français. Non, mais voilà, non, mais un côté, enfin, comment dire, la droite avait plus ou moins enterré la hache de guerre face à un ennemi plus grand et plus fort, et avait finalement mis de côté certaines petites querelles idéologiques qui nous gangrènent, qui est souverainiste, qui est plus attention, génération identitaire, c'est des européistes. Enfin bon, bref, on s'était plus ou moins calmé sur ces choses-là, tandis que se déchirait en permanence à grands coups de qui est racisé, qui ne l'est pas. Ce vocabulaire, avec l'écriture inclusive à chaque fois, hein. Racisé et eux et compagnie, leur truc est illisible, quoi. C'est une véritable secte, ça. Alors, je pense qu'ils ont réussi par la violence de leur police intérieure à taire en partie ces dissensions pour aller vers une sorte de convergence des luttes temporaires, mais j'ai du mal à croire que. Mais ça marche pas. Voilà, tant qu'ils auront comme ennemi le fameux mâle blanc hétérosexuel cisgenre et pire encore s'il est catholique. Tant qu'ils pourront avoir le terme de cisgenre. Non mais voilà, c'est la seule chose qui les fait tenir. Ouais. Et là, en ce moment, il y a le grand jeu dans tous les camps de migrants. Donc migrants, 9 langues pour dire clandestin. Envahisseur, clandestin. Parce qu'un clandestin n'est pas nécessairement un envahisseur, mais le migrant est un envahisseur. Donc migrant égale clandestin, envahisseur. Leur nouveau mot pour ça, c'est les exilés. C'est magnifique. Oui, dans son roman, qui est pas si vieux que ça, qui a dû sortir en 2016, Guérilla, Laurent Oberton passait tout le bouquin à se foutre de la gueule des gauchistes en utilisant des mots. Les itinérants. Et il les appelait les itinérants. Et ben, à l'époque, je me disais non, il exagère. C'était il y a 2 ans. Je me disais, il exagère. Ben, on y est. Ben, là, pour le coup, dans les itinérants, ça reste déjà ironique. Alors que après tout, c'est un roman. Dans les exilés, il y a vraiment, on veut tirer l'alarme. Hein. Oui, en plus, oui, il y a toujours le côté victimisation. Alors maintenant, on te parle d'exilés parce qu'avant, c'était pour payer nos retraites. Donc ces gens-là qui sont des fuyards, en fait, hein, qui sont des lâches, qui veulent pas développer leur pays. Pourquoi est-ce qu'ils développeraient celui des autres? Ça n'a aucun sens. Mais maintenant, on parle de réfugiés climatiques, quand même. Et donc d'exilés climatiques. Et donc, sous-entendu, pourquoi est-ce qu'il y a des exilés climatiques? Parce qu'il y a des salopards de blancs qui ont détruit le pays de ces pauvres gens. Avec le changement climatique dont ils sont responsables. Donc tout se tient. Hein. C'est pour ça que le gauchiste lambda est obligé de croire aux conneries du GIEC et compagnie, quoi.
Voilà. Donc là, on en a vu leur agressivité, parce qu'ils dominent essentiellement les médias, les sciences humaines et sociales, la justice et malheureusement la politique. Et à droite, même parfois à l'extrême droite, on trouve beaucoup de gens qui veulent à tout prix se faire adouber par les gauchistes, se faire aimer des gauchistes. On dirait que le sport, c'est de plaire aux gauchistes. C'est ce qu'on appelle un cuck. Ouais. Tout simplement. Tu vois, je connaissais ce mot sans savoir ce qu'il voulait dire, et là tu l'as bien résumé. Voilà. Je te remercie. Voilà, donc on est envahi de cuck. Voilà. Et c'est la définition première, parce que en ce moment, sous l'impulsion, on va dire, de Delesquin, on veut, faire du cuck la personne qui refuse de parler de la question raciale ou de la question juive, c'est une partie de la chose, mais le cuck, au sens, surtout le sens premier, le cuck servative, c'est avant tout le faux type de droite qui cherche toujours la petite tape dans le dos de la part des gauchistes. ouais, c'est ça. C'est plus méthodologique qu'idéologique pour le coup. Oui, oui. Comme insulte. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de mépris de classe aussi chez le gauchiste. Quand je parlais de bourgeois blanc, c'est rare qu'un prolo blanc soit gauchiste, quoi. Ou alors il l'est parce qu'il est encore jeune, mais il se dégauchisera très vite au contact du réel. Mais le bourgeois n'est pas dans le même réel que la plupart des Français. Ou en tout cas du français moyen. Et donc il y a le boomerang, quoi. Alors après, on en a déjà parlé au cours de la discussion, mais donc le catéchisme gauchiste, donc sur le fond, là, sur les idées, c'est quoi? C'est contre l'identité. Alors, contre l'identité, en fait, contre la sienne. Parce qu'ils sont prêts à reconnaître les identités de tout le monde, jusqu'à la moindre petite province d'une contrée perdue. Mais par contre, leur identité à eux, d'Européens, Français, catholiques, blancs, là, c'est impossible, quoi. Ça doit disparaître. Ils sont haltérophobes. Hein, ils ne peuvent pas supporter l'altérité. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le droit de le dire, c'est un petit peu comme l'homosexuel. Pourquoi l'homosexuel est-il homosexuel? Souvent, ils sont misogynes. Parce qu'en fait, ils préfèrent rester entre eux, c'est-à-dire entre hommes, par peur ou par volonté de ne pas être avec des femmes. Voilà. Donc, haltérophobie. Alors, on peut leur sortir le même truc. Hein. Bon. Et évidemment, anti-frontières. Alors quand on parle de frontières, c'est au sens large, c'est évidemment au niveau national. On l'a encore vu récemment du côté des Alpes, entre la France et l'Italie. Oui, l'action, pas forcément, qui n'aura peut-être pas des répercussions, mais qui a été percutante de générations identitaires, où ils se sont cooptés, c'était surtout des Français, mais il y avait aussi des Italiens, des Autrichiens, des Hongrois et des Allemands, je crois. Où ils se sont cooptés, où ils se sont, c'est quelqu'un d'autre qui se coopte, où ils se sont coordonnés pour bloquer le passage des migrants sur une journée avec des hélicoptères, ce qui a fait, évidemment, ce qui a déclenché la réaction médiatique a été intense. Ah non, mais des cris, je veux dire, à côté. De l'hystérisation du gauchiste, là. Exactement. Ouais. Mais effectivement, parce que Debré le disait joliment dans l'ouverture de son éloge des frontières, Debré qu'on ne pourra pas accuser d'être un horrible fasciste d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Lui-même disait être un gaulliste d'extrême gauche, j'aimais bien cette définition. Est-ce que c'est un pléonasme? Mais oui, les No Borders sont, en un sens, les No Borders sont les meilleurs amis du MEDEF, puisque oui, ils détestent tout ce qui bloque le passage. Ah oui, ce sont des... C'est-à-dire, on a déjà parlé, mais le mondialisme, c'est quoi? C'est la libre circulation des capitaux, des produits et des personnes. Et la nation, et donc la protection sociale, pour défendre le national et le social qui marchent ensemble, il n'y a que la nation, on ne peut pas faire autrement. Et donc évidemment, là, les Besancenot et compagnie, les pro-migrants de tout poil sont les meilleurs alliés des capitalistes qui prétendent pourtant être leurs pires ennemis. Et après, qu'est-ce qu'ils disent aux nationalistes? Ils leur disent, c'est vous l'ami du capital. Ils sont complètement fous, quoi. Ça, c'est un argument qu'on entend tout le temps. Hein. C'est pas un argument, mais c'est une accusation, encore une fois, sans fondement et surtout pas de fondement historique. Donc ce sont les frontières des pays, mais pas uniquement. Et
ils veulent détruire toute identité, toute frontière. Donc, par exemple, entre les sexes, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de tout ce qui est gender, cisgenre, transgenre, machin. Oui, mais je suis un homme, mais en fait, je suis une femme, et puis en fait, je peux créer mon propre genre, donc je suis même pas, je suis encore autre chose, quoi, je sais pas quoi, mais je suis une licorne rose à pois vert, quoi, bon, si tu veux. Donc, là encore, c'est de la folie, mais donc c'est une autre forme, donc là, cette fois sexuelle de frontières et de définition de l'identité. Donc eux, ils remettent tout en question, quoi. Une fois, j'avais discuté avec une gauchiste dans un covoiturage. Elle était insupportable parce qu'elle remettait en cause, en fait, le moindre mot. Donc par exemple, elle était toujours au téléphone, ce qui n'est pas très poli d'ailleurs, mais enfin, avec un type. À la fin, tu lui dis, alors c'est ton copain? Ah mais non, c'est pas mon copain. Pourquoi les gens ils considèrent ça comme mon copain? Pas vraiment. Tu vois. Et tout était comme ça, quoi. Le moindre mot était remis en question dans le monde, le gauchiste qui crée son monde avec des Legos, quoi. C'est peut-être aussi parce que tu sous-entendais, mais t'es une salope ou c'est vraiment ton mec? Non, Ah ouais, non, non, mais c'était vraiment dit. Non, non, pas du tout ça. Mais elle le faisait à chaque fois pour n'importe quoi, quoi. Ceci n'est pas une pomme. Je suis désolé. on leur a appris la déconstruction à l'université. Voilà. Et donc, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais cette folie et cette hypocrisie, cette mauvaise foi les conduit à dire n'importe quoi. En ce qui concerne le métissage, par exemple, ils ont un gros problème parce qu'ils veulent métisser des races qui n'existent pas. Donc c'est quand même emmerdant. Ou alors on peut pas dire que la France soit un pays catholique, c'est pas parce qu'elle a 1500 ans d'histoire catholique derrière que c'est un pays catholique. Mais par contre, le fait qu'il y ait des mosquées, il y a une mosquée depuis un siècle et puis des centaines d'autres depuis 20 ans, bah, ça fait de la France un pays islamique. Voilà. De plein droit. Je veux dire, des tas de bêtises comme ça. Ou alors le migrant, ça c'est Jacques Attali, le migrant a vocation à devenir français et il sera plus français que les Français. Hein, comme dit Coluche, il lève plus blanc que blanc, le migrant. Bon, bah, c'est bien. Donc ça c'est, voilà, le délire gauchiste. Parmi des centaines d'ouvrages sur le sujet qu'il faut lire, qu'il faut travailler afin de pouvoir leur répondre du tac au tac, on peut conseiller la brochure récente L'Esprit gauchiste de Jean-Yves Dufour qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Et puis, plus vieux, l'ouvrage d'un homme qui n'aimait pas les gauchistes, c'était Lénine, qui a écrit La maladie infantile du communisme, sous-titré Le gauchisme, dans lequel il s'en prenait aux ceux qu'il ne considérait pas comme d'authentiques communistes, aux gauchistes notamment, je crois, allemands, hein, ouais. Qui, je me demande d'ailleurs s'il a inventé le terme, mais qui refusaient de s'investir dans leur pays, dans les syndicats et dans la base politicienne, au nom des principes supérieurs de leur idéologie. Et Lénine leur disait, vous êtes complètement con, vous n'arriverez jamais à rien en faisant cela. Finalement, la leçon a été bien retenue, puisque cette forme-là de gauchisme est très minoritaire. Maintenant, elle concerne peut-être quelque sorte d'anards autonomes, je veux dire, il y en a pour qui la CNT, c'est déjà un petit peu le NSDAP, quoi. Mais de nos jours, je pense que cet éloge de la pureté et du fait de ne pas voir se salir les mains, c'est quand même peut-être plus caractéristique en partie de notre classe politique. Il y a cependant un bonhomme qui fait exception et qui est, c'est plus pour la blague, mais léniniste sans le savoir, c'est celui duquel nous allons parler maintenant, Philippe de Villiers, lors de un de ses premiers passages à l'heure de vérité était sur France 2. Sur Antenne 2. Sur Antenne 2, j'étais à peine né. Alain Duhamel lui avait dit vous êtes un gauchiste de droite, très gauchiste et très à droite. On notera d'ailleurs, on peut trouver des extraits de ces émissions sur YouTube ou sur le site de l'INA, que avant, on parle du début des années 90, non seulement on parlait bien, mais en plus on se parlait bien. On se respectait, on s'écoutait. Ouais. Voilà, De Villiers dans ses émissions est face à des gens souvent qui ne l'aiment pas, et il fait d'ailleurs, il s'en cache pas malgré tout. Voilà, il fait état dès le premier chapitre de son livre
au titre d'ailleurs super chiant, le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Il fait état de sa passe d'armes avec un journaliste aujourd'hui assez oublié, Yvan Lévaille, qui dès la première minute lui dit au fait que pensez-vous de Pétain, mais un type insupportable. Un type insupportable. Mais entre personnes qui ne s'apprécient pas, on se parlait quand même bien, on se respectait. Il y a une chute du niveau de la langue dont je peux être symptomatique moi aussi parfois. Il m'arrive de faire comme tout le monde, des fautes de liaison, des erreurs de syntaxe même à l'oral. Mais clairement, voilà, la syntaxe comme la courtoisie ont nettement baissé depuis ces premiers passages de Villiers au début des années 90. Mais tu as beaucoup de choses à nous dire sur De Villiers, car je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui, alors c'est le contraire du gauchiste sur le fond, mais il peut être gauchiste dans sa forme, quoi. Voilà. Et alors moi, je voulais revenir seulement sur son parcours, et puis sur ses livres. Mais pourquoi sur ses livres? Déjà parce qu'il a beaucoup écrit. Si on compare avec Le Pen, par exemple, Le Pen a écrit ses mémoires, et s'est beaucoup battu dans sa vie. Mais quand on dit Le Pen avait raison, il faut réécouter ses discours. Quand on veut dire Villiers avait raison, mais il faut relire ses livres. Voilà, donc c'est plus facile de s'appuyer sur le texte. Mais avant, donc si je fais une rapide biographie de Villiers, donc il est né en 1949 en Vendée, bien que sa famille ne soit pas vendéenne, il s'installe là-bas. Il va devenir haut fonctionnaire en 1978, donc il a fait l'ENA, et il fait l'ENA, ce qu'il appelle l'ENA buissonnière, parce qu'en parallèle, il a déjà créé un spectacle. Donc c'est son côté gauchiste, on va dire, Le Puy du Fou. Son côté circassien, dirons-nous. Qui aujourd'hui, Le Puy du Fou a reçu plusieurs premiers prix de parcs internationaux. Donc plusieurs premiers prix internationaux pour des parcs. Et en 1981, arrivée de Mitterrand, il démissionne. Il démissionne de la fonction publique, il est sous-préfet, il dit « je ne veux pas servir le gouvernement socialiste », et il s'en va, il retourne dans le privé. Il y retourne pas vraiment, c'est lui qui se crée son propre job avec la société qu'il a créée, le Puy du Fou. Il y en a combien des gens qui ont fait ça? Bon, moi j'en connais pas d'autres. Hein. Mais il a tellement marqué les esprits qu'en 1986, il revient en politique, pas vraiment politique parce que il faisait pas de politique à proprement parler, même s'il avait des idées politiques. Mais il revient en tant que plus qu'au fonctionnaire au ministère de la Culture comme secrétaire d'État. Et finalement, là aussi, il va s'ennuyer très vite. Il va démissionner en 87, un an plus tard, en voyant bien qu'on peut rien faire finalement. On peut rien faire. Il succède à Jack Lang quand même à ce poste. Il écrit dans le même bouquin que je citais plus avant que quelqu'un lui avait dit que la raison pour laquelle il avait eu du mal à s'imposer là-dedans, c'est parce qu'il n'était ni juif, ni franc-maçon, ni homosexuel. Ah oui. Non, mais c'est trop tard, la tard d'être français normal. Le bouquin est plein de ces petites de ces petits sous-entendus. C'est très croustillant. Voilà. Eh oui. Là où un Jean-Marie Le Pen il va vraiment à la Gatling, lui c'est plutôt des petits coups de surin comme ça à l'occasion, tu vois, genre. Avec sa voix un petit peu nasillarde. Que tu imites super bien. Ah, je l'entends encore à la radio attaquer un type de la libre pensée qu'il attaquait au moment où il défendait la présence de petites crèches dans son ancien conseil général de Vendée. Et il disait mais moi je vais dire quelque chose parce que personne le dit, mais moi j'ai pas peur des francs-macs. Ça m'a jamais fait peur. Et donc il dit les choses. Et donc il a été élu juste après avoir quitté le gouvernement en 87. Il est élu député à l'Assemblée nationale et là il va être quasiment député sans interruption jusqu'en 2014, date à laquelle il ne se représentera pas à la députation. Donc député à l'Assemblée nationale 87, 94 et 97, 2004 et député européen, donc tout seul en 94 et après avec Charles Pasqua jusqu'en 2014. Et en parallèle, il a été aussi président du Conseil général de Vendée de 88 à 2010. Et voilà, donc on sait qu'il a fait aussi 2 campagnes présidentielles en 95 et en 2007. Voilà.
Donc je voulais montrer maintenant par ces ouvrages et leur teneur son côté visionnaire, parce que pour moi Villiers c'est un visionnaire. Alors en 89 et 90, il va publier la lettre ouverte aux coupeurs de tête et aux menteurs du bicentenaire. Ça c'est à l'occasion du bicentenaire, donc de la Révolution française. Donc lui il dit, en tant que Vendéen, la Révolution a des bons côtés, mais il y en a aussi de mauvais. Rangez vos violons. Voilà. Et c'est l'occasion peut-être d'en parler. Et quelque chose peut-être qui a été une victoire, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement, notamment par exemple de génocide vendéen ou de choses comme ça, depuis cette époque, depuis 25 ans. Depuis 25-30 ans. C'était très compliqué à l'époque. J'ai l'impression que là, c'est quand même une certaine victoire. Après, il faut pas l'exagérer non plus, et puis il faut pas non plus faire que d'attaquer la République non plus. Il faut pas que la Vendée soit juste un nonos qu'on tend notamment aux cathos roicos un peu tradis pour faire passer le reste. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi, et en plus, en termes de méthode, on parlait des méthodes gauchistes tout à l'heure, notamment de censure et de victimisation. Et certains spécialistes de la pleurniche, maintenant les mecs de droite font pareil. Et donc eux aussi, ils veulent leur pleurniche officielle. Et donc ils veulent la reconnaissance officielle du génocide vendéen. Ils veulent leur loi pour la reconnaître officiellement. Par la République, bien sûr. Quelle ironie. Bon, tout ça, ça tient pas debout, à mon avis. Donc en tout cas, c'était un livre au-delà du bicentenaire finalement, parce qu'il parle pas tant que ça de l'histoire et du bicentenaire. C'est vraiment un embryon de développement de métapolitique antitotalitaire. On parlait de Lénine, ce que disait Lénine, c'était il nous faut des Vendées, parce qu'évidemment le mythe républicain a été largement repris en Russie au moment de la révolution bolchevique. Et puis évidemment avant, par ceux qui l'ont généré, par ceux qui l'ont pensé, avant de l'accomplir. Voilà. Et en 90, donc la chaîne qui miaule, qui là est vraiment une métaphysique anticommuniste. La chaîne qui miaule, donc là juste avant l'effondrement de l'URSS. Ensuite, il a écrit en tant que parlementaire dans différents livres blancs sur des politiques qui l'intéressaient. Donc au début des années 90, donc il a toujours été pro-vie. On l'a toujours vu, par exemple, dans les défilés de la Marche pour la vie, pour la politique familiale, et puis évidemment contre Maastricht, parce qu'en 92, ça va être le référendum sous traité de Maastricht, et lui fait partie du triumvirat, ce qu'on appelle donc le trio des trois non, et Le Pen n'est pas dedans. Les trois non à Maastricht, c'était Philippe de Villiers, Philippe Séguin et Charles Pasqua. Et puis aussi, Villiers a été connu pour son combat contre la corruption politique. Parce qu'à cette époque, il y avait toutes les affaires de Mitterrand, tous les scandales Mitterrand, mais il n'y avait pas vraiment de loi sur le financement des partis politiques. Et donc Villiers a mis un coup de pied dans la fourmilière, et en fait il a fait comme De Grelle. Quand De Grelle a commencé à s'attaquer à la corruption dans les années 30, il s'est attaqué avant tout à son parti, le Parti catholique. Déjà, le Parti catholique, normalement, n'a pas vocation, intrinsèquement, à être corrompu. Bon, si on commence là-dedans, c'est foutu, quoi. C'est plus la peine de défendre le catholicisme derrière. Et bien, Villiers a fait la même chose. À l'époque, il était dans un courant de l'UDF qui s'appelait le Parti républicain. Il a commencé par dénoncer la corruption au sein de son parti, avant de le dénoncer plus largement au sein du Parti socialiste. Et bien, dès ce moment-là, donc dès 92, en fait, Maastricht plus sa croisade anti-corruption, la presse avait beau l'appeler le chevalier blanc, etc. Il a été, j'aime pas dire des mots anglais, mais c'est quoi? C'est blacklisté, boycotté de partout, quoi. Il a vraiment été rejeté par la classe politique, y compris à gauche comme à droite, puisque il a aussi attaqué la corruption à droite, pour être honnête. Mais être trop honnête en politique démocratique, c'est pas bon. D'ailleurs, moi j'ai une petite anecdote à ce sujet.
après une conférence de Villiers à l'Action française en 2012, je crois, où il avait largement attaqué la démocratie. Je lui ai posé la question, peut-être un petit peu naïvement, mais finalement, monsieur de Villiers, la démocratie, vous n'y croyez plus ou vous n'y aviez jamais cru? Et là, il me regarde et il fait à votre avis, jamais cru. Voilà. Donc, bon, ça veut tout dire. Évidemment, il a joué le jeu d'entrer au gouvernement. Il raconte dans son autobiographie les circonstances exactes où on est venu le chercher. C'est assez cocasse, quoi. Il faut le lire. Je vais pas le raconter ici. Voilà, donc un homme politique qui était contre la politique quelque part, la politique politicienne, qui était pour la grande politique à la Richelieu, quoi. Mais qui a accepté de mettre les mains dans le cambouis, de se salir, de descendre dans l'arène, avec que des coups à prendre et rien à gagner. Mais il l'a fait. Voilà, il l'a fait, c'était courageux, il a fait ce qu'il a pu. Il l'a fait à l'extérieur de la majorité comme à l'intérieur de la majorité de droite, selon les époques. Certains lui ont reproché. Alors il faut faire quoi? Il faut pas être dedans, il faut pas être à l'extérieur, il faut faire quoi? Il y en a qui passent leur temps à critiquer comme ça, mais il a tout essayé, tout. On comprend qu'il en a eu marre et qu'en 2014, il est jeté l'éponge. Mais pas totalement, puisqu'il a beaucoup écrit depuis, et il a troqué, comme il dit, son électorat pour un lectorat, qui est d'ailleurs très populaire. Il a longtemps été numéro 1, vraiment il a vendu des centaines de milliers d'exemplaires, ce qui est énorme pour un livre en France. Je veux dire, je crois qu'à part Bernard Werber, il n'y a pas, quoi, pas un auteur français. Il y a Stephen King, mais... Il y a Frédéric Delavier, mais... c'est autre chose. C'est autre chose. Bon. Voilà, donc à partir de ce moment, donc 92, 93, 94, il a attaqué avec la création de l'OMC en 94, le libre-échange, notamment dans un livre de 93 qui s'appelle Avant qu'il ne soit trop tard. Et puis après, la société de connivence, comment faire avaler des serpents à sonnette. Donc là, il a dénoncé le libre-échangisme mondial suite à la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qu'il appelait l'Organisation commerciale du monde. Et donc il a fait un combat vraiment intellectuel sur ce sujet, sur le libre-échange, avec un milliardaire franco-britannique, Jimmy Goldsmith, qui a dépensé sa fortune dans la promotion de ses idées contre le libre-échange, notamment qui ont été résumés dans un livre d'entretien excellent et toujours d'actualité, qui s'appelle Le Piège, que je recommande. Voilà. En 96, il a écrit un dictionnaire du politiquement correct à la française, donc pour dénoncer déjà le politiquement correct. Son ancien conseiller géopolitique, Alexandre Delval, a repris ce terme, mais il a élargi au cosmopolitiquement correct. Et plus récemment, dans son livre qui va sortir là à la fin du mois d'avril, l'islamiquement correct. Donc on retrouve la figure du rebelle, quelque part du brigand vendéen. Bon. C'est un des premiers qui avait vu le marché transatlantique. C'est quelque chose qui a été dénoncé notamment par Pierre Hillard à partir de 2010-2011, et plus largement par à peu près tout le monde à partir de 2012. Mais Villiers en parlait dans son livre de 2003, qui s'appelait la 51e étoile du drapeau américain, donc c'était la France. C'est un homme politique aussi qui n'a pas hésité à faire des procès, souvent en tant que président du Conseil général de Vendée, donc en tant que représentant du département de la Vendée, contre des grandes entreprises ou des grands concepts, notamment contre Total, au moment de la marée noire de l'Erika, contre les OGM, qu'il avait bannis de Vendée, il avait interdit la culture d'OGM en Vendée. Et notamment l'utilisation d'un pesticide... Voilà, donc les pesticides de Bayer et de BASF, dont l'un s'appelait le Gojo. D'ailleurs, donc il s'est beaucoup battu pour l'écologie, avec un livre notamment qui reprend un peu la formule d'Einstein: quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés. Donc en 2004, il a publié ça, à la base parce qu'en Vendée, des apiculteurs étaient venus le voir en disant il y a de plus en plus de nos abeilles qui
qui crèvent, quoi. Il y a un problème quelque part. Donc il a réussi à faire interdire le gaucho et le régent, qui étaient ces pesticides à l'origine de ces meurtres, on va dire, d'abeilles. Et finalement, l'écologie, qui a été prise en otage par la gauche, par le gauchisme, c'est un concept de droite, en fait, l'écologie, puisque c'est très conservateur. Évidemment, on veut conserver son sol, on veut conserver son patrimoine, on veut conserver sa manière de vivre, et pour ça, il ne faut pas détruire son environnement. Donc c'est très logique. Et l'environnement, il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi les invasions de l'environnement des étrangers, et notamment de l'islamisation. Et donc il a écrit plusieurs livres dans ce sens-là. En 2004, Les Turqueries du grand Mamamouchi. Donc là, le Mamamouchi, en l'occurrence, c'est Chirac. Et donc c'est un livre contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. En 2006, Les Mosquées de Roissy. Donc là, avec des notes qu'un de ses fils lui a transmises du ministère de l'Intérieur, des notes secrètes. Il les a révélées publiquement en montrant l'islamisation au cœur même de l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle. Donc là, on est 5 ans après le 11 septembre 2001 quand même. Et 10 ans après, en 2016, il a publié Les cloches sonneront-elles encore demain, où il explique en fait comment a pu se faire l'islamisation de la France. Voilà. Donc on apprend beaucoup de choses, notamment sur la corruption des élus locaux en fait, parce que ça se fait, c'est du grignotage par petits bouts, quoi. Voilà. Puis à la fin, 10 ans après, on se rend compte qu'il y a des mosquées partout et qu'il y a des tas de quartiers qui fonctionnent à la charia quasiment, quoi. Alors c'est pas officiellement comme le cas en Angleterre, mais quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, notamment une femme un peu trop court vêtue, on tardera pas à lui faire comprendre. Et puis à partir de 2012, il a écrit donc des autobiographies romancées de grands personnages de l'histoire de France, Charette, Saint-Louis et Jeanne d'Arc. Donc il appelle ces livres-là à chaque fois le roman de Charette, le roman de Saint-Louis, le roman de Jeanne d'Arc. C'est pas un roman au sens où c'est romancé, mais en fait c'est leur vie qui est un roman. Voilà. Et donc il a écrit enfin dans un registre plus personnel ses réussites. Donc Une France qui gagne pour sa présidentielle de 2007, pour la campagne, pour montrer ses réussites en Vendée et pour montrer qu'il pourrait faire ça mais à l'échelle de la France, ce qui n'est pas déconnant. Là où ses adversaires avaient échoué, ils ne pouvaient qu'échouer aussi en France, quoi. Et puis le moment est venu de dire ce que j'ai vu en 2015, alors que le titre est mal choisi, c'est l'éditeur qui a dû l'imposer, parce qu'en fait, donc Albin Michel, parce qu'en fait, il n'y a rien d'inédit là-dedans. C'est une synthèse. Voilà, il reprend son parcours, il l'explique. Il explique d'ailleurs des discussions qu'il a eues avec les grands de ce monde, entre guillemets. Des gens comme Solzhenitsyn, qui est très très proche de Solzhenitsyn, qu'il a accueilli en Vendée juste avant qu'il retourne en Russie, donc après l'effondrement de l'URSS. Donc il est passé par la Vendée, quoi. C'était un symbole très fort à cette époque. Voilà, donc dans lequel il retrace les grands moments de sa vie politique et ses rencontres. Et puis aussi, je ne vais pas les détailler, tous ses livres sur l'aventure du Puy du Fou. Comment est-ce qu'il a fait, quel était son objectif. Voilà, de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes pour le Puy du Fou, vraiment un des plus grands. Et puis avec la cinécénie, avec vraiment le plus grand spectacle son et lumière au monde, quoi. Avec 3000 figurants. Alors nous allons parler maintenant de la série télé française Baron Noir. À ce jour, il y a eu 2 saisons de 8 épisodes d'une 50aine de minutes. Et actuellement, une 3e saison est en préparation. Donc ça a été diffusé entre 2016 et 2018 pour la 2e saison. Et donc il y a 2 principaux acteurs connus. Le premier, c'est Kat Merad, le principal personnage, et un personnage important joué par Niels Arestrup, qui avait été déjà très bon, joué dans un film politique Quai d'Orsay, qui faisait le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, joué par Thierry Lhermitte.
et qui était l'adaptation en film d'une bande dessinée très drôle et qui dénonçait en fait gentiment, qui a été scénarisé par un ancien haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, qui montrait un petit peu les limites de la diplomatie française sous un angle humoristique. Je note que tu n'as pas cité parmi les acteurs principaux l'actrice principale Anna Mouglalis, espèce de sale misogyne phallocrate. Elle est très bien, mais j'avais plus son nom en tête. Ouais. Même si c'est pas mon genre de femme esthétiquement, elle a la voix grave la plus sexy depuis Fanny Ardant. Et elle a une voix très grave et ça va bien finalement à une femme politique quelque part. Ah ok, elle incarne, elle a vraiment la tronche. Elle joue très bien le personnage qu'elle joue finalement. Ouais. Baron Noir, qui m'a été recommandé par toi au départ. J'étais assez dubitatif parce que c'est vrai que de base, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de série française. Allant de déception en déception, je me concentrais quand même plutôt sur la production anglophone. Et je me suis pris comme disent les critiques, une énorme baffe avec Baron Noir, en ce que c'est une plongée dans la tête des gauchistes, justement, ce dont nous avons parlé précédemment, une des plus involontairement honnêtes que j'ai vues de ma vie. Alors déjà... Oui, parce qu'ils disent tout. Hein. Voilà. Pour résumer plus ou moins l'intrigue générale, ça traite du parcours d'un personnage joué donc par Cadmerade, qu'ils appellent Philippe Rigvart, homme de main du candidat puis président socialiste joué par Niels, je ne sais pas si on dit Arstrup ou Arestrup, et donc un député du Nord-Pas-de-Calais. Pardon, des Hauts-de-France, il faut dire maintenant. Oui, pas à l'époque, mais oui, effectivement. Le parti politique auquel ces deux-là appartiennent est le Parti Socialiste. Donc ça se passe à Dunkerque, en fait. Voilà. Il y a un côté assez lol, puisque dans Baron Noir, le PS est encore un parti pertinent, même en 2018. Et ceci dit, ça leur permet aussi de plonger dans les arcanes du pouvoir et dans la saloperie et le machiavélisme de ces gens-là. Là, en fait, c'est Mitterrand, c'est les années Mitterrand qu'on revit avec ce feuilleton. Voilà, et ça permet de le faire, je pense, sans risquer trop de procès pour diffamation voilée, même si toute ressemblance avec des personnes ayant existé ne saurait être que fortuite. Je pense à Julien Drey. Non, mais vraiment, le fait que maintenant le PS n'existe plus, ça donne, je pense, une certaine liberté aux créateurs de Baron Noir. Ouais. La série est extrêmement bien faite. J'ai remarqué qu'il y a une tendance, une volonté de filmer l'arrière de la tête de Cadmerade assez fascinante, puisque bon, il a la calvitie bien avancée et ça devient, la tête de Cadmerade acquiert presque une sorte de symbolique, on ne sait pas trop, tu vois, jusqu'où on peut plonger. Est-ce que ça dit vraiment? Il y a une représentation visuelle de ce qui se passe au niveau de l'intrigue qui est assez rare dans une série française. C'est pas plan-plan. Ah oui. On avait cité la dernière fois Les Hommes de l'Ombre, qui est une série qui se passe dans le monde politique, mais pas une seule fois sur 3 saisons il est question d'idées politiques. Là, il est vraiment question d'idées politiques tout le temps, de profondeur historique, mais bien sûr aussi de stratégie et de tactique, mais pas que. C'est finalement le thème principal de cette série, c'est la quête de l'essence spirituelle de la gauche. La gauche, ouais. C'est la gauche en plus, ça se passe à Dunkerque, c'est la gauche vraiment ouvrière, héritière des mines, etc. Quoi, à la fois de la métallurgie. Et dans tous les épisodes, il y a forcément un moment où Cadmerade a une discussion profonde avec quelqu'un, où les deux se demandent, où ils peuvent être 3 ou 4, mais qu'est-ce qui fait vraiment notre identité de gens de gauche? Est-ce qu'on n'a pas perdu nos valeurs? Et du coup, il est toujours en train de les réveiller. Je veux dire, voilà, il cite des des actes de congrès dans les années 50. Et puis Léon Blum. Oui, puis même encore avant, il y a des tas de références aussi, même à la politique des rois de France. Aussi. Et donc, on peut. Ce qui est vraiment jouissif quand on regarde cette série, c'est effectivement de voir, et je pense que c'est. Ça m'étonnerait pas que ça se passe vraiment comme ça au niveau, au niveau des fédérations locales du PS, que les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est encore être de gauche de nos jours?
Surtout que là, on parle vraiment de la gauche politicienne, pas justement pas vraiment du gauchiste qui t'emmerde à la fac ou au boulot. On parle de gens dont c'est le métier. Comment mentir aux gens sans se mentir à soi-même ou l'inverse. Et la représentation du Front National qui est faite dans cette série est assez exceptionnelle parce que finalement, en ne voulant pas traiter le sujet, on voit quasiment jamais, sauf un petit peu dans la seconde saison, les politiciens du FN, ils en font quelque chose de plus positif qu'ils ne l'auraient espéré. Il y a une scène extraordinaire où le candidat FN, en plus ils ont pris un acteur petit avec une tête un peu teigneux pour le jouer, ricane avec un de ses conseillers dans une voiture et où ils disent ah, ils vont le regretter de nous avoir laissé la laïcité. Et c'est la grande crainte, même si le terrorisme fait son apparition dans la deuxième saison, qu'il y a aussi la question du candidat centriste malin et beau gosse qui veut bouffer la gauche, etc. Toute ressemblance avec des gens existants ne saurait être que fortuite. La menace, le Dark Vador, ça reste l'UFN ou les fachos, comme ils disent. Vraiment du premier épisode de la première saison au dernier épisode de la seconde, au dernier épisode de la seconde saison, mon Dieu, j'en perds mes mots. Il faut absolument lutter contre la montée du FN. Il faut surtout pas leur laisser le pouvoir, ce serait vraiment catastrophique. Voilà, et le disciple de Cadmerade, j'ai oublié son nom, joué par quelqu'un dont j'ai oublié le nom aussi, prend d'ailleurs le risque de se fasciser en voulant appliquer une laïcité stricte. C'est ça, parce que lui, il revient au fondement de la gauche, il dit la gauche c'est quoi? C'est la laïcité, et l'islamisation pose un problème de laïcité, il faut le régler. Et il se rend compte que c'est pas si facile électoralement parlant. Voilà, et il se prend dans la tronche moult critiques de son camp. Et donc il a Rigvart contre lui, au début avec lui, et puis à la fin, il ne le soutient plus, quoi. Pendant que derrière, un crypto Mélenchon récupère des amis de Rigvart et qui se disent « Ah, mais tu vas voir, on va refaire de la politique. » Il y a le vieux gauchiste 68 ça c'est bien, ça aussi. Ouais. Et c'est assez intéressant peut-être de comparer cette série avec ce qui a pu se faire ces dernières années chez nos Américains avec House of Cards, dans laquelle je suis pas allé très très loin parce que ça m'a emmerdé tout simplement. Là on s'emmerde pas. Hein. Oui. C'est vraiment, il y a peu d'épisodes, 8 par saison, mais il y a du suspense et ça déménage, quoi. Et autant dans House of Cards, il y a une volonté de rendre tout ça assez glamour. C'est pour ça, bon. Je n'ai pas vu House of Cards. Hein. C'est fait par des Américains. Donc du coup, quand le personnage principal trompe sa femme, c'est vraiment un élément d'intrigue. Bon, dans Baron Noir, bon, ça fume, ça baise à l'occasion. C'est quand même normal. C'est quand même très très français. Ouais. Et ça nous montre, je pense, le succès de la série le démontre en tout cas, que quoi qu'ils en disent, les Français aiment bien la politique politicienne. C'est-à-dire, on est à la fois en quête de l'homme fort, ça c'est nos racines monarchistes, depuis toujours, que nul ne saura couper. Mais ils aiment aussi des politiciens à ne pas aimer. On aime avoir un méchant et on aime pouvoir râler sur ça. Et finalement, Baron Noir, c'est la mise en fiction de ce à quoi on peut se livrer tous les soirs devant le journal de France 2 ou le matin dans la voiture en se tapant France Inter. Enfin, c'est douloureux quand même. Et c'est tellement réaliste que des fois je me disais, mais tiens, ce type-là, je regarde, est-ce que je regarde la télé? Parce que moi qui regarde jamais les informations, est-ce que je regarde la télé là? Est-ce que c'est le politicien vraiment élu actuellement sur Dunkerque? Ou est-ce que c'est vraiment la série? À un moment donné, on ne sait plus où est la réalité et la fiction. D'autant plus qu'il y a beaucoup de journalistes, comme Léa Salamé et d'autres, qui jouent leur propre rôle dans la série pour interviewer les différents candidats ou les différents élus. Donc il y a un mélange comme ça, réalité-fiction. Voilà. Enfin voilà, il faut mettre un petit peu de côté nos propres idées pour la regarder, mais enfin, je veux dire, n'importe quelle œuvre de fiction de nos jours, de fiction audiovisuelle. Parce que c'est globalement tous à gauche de toute façon. Voilà, mais il faut la regarder si vous en avez l'occasion. Une fois de plus, c'est une belle analyse involontaire
de l'esprit gauchiste. Je noterai, pour être taquin, que à l'étranger, où elle a eu un petit succès, Ouais. c'est très hipster, il y a eu les séries suédoises, et puis maintenant... Parce que qui ça peut intéresser à part un français, c'est compliqué quand même. Voilà, hein. mais ils l'ont exporté avec un D'accord. petit succès, mais quand C'est même autant le bureau des légendes chez les Anglais. Et le titre qui a été donné, c'est Republican Gangsters, les gangsters républicains. Et étant taquin, je terminerai en disant qu'ils auraient peut-être pu juste appeler ça les républicains. Ceci conclut cette 4e édition. On espère que ça vous a plu et on vous dit à dans 2 semaines, car... Les canards sans tête.